Geneviève Perrineau, bonjour. Bonjour Pascal. Comment souhaites-tu te présenter? Ah, vaste question. Euh, je suis une femme d'un âge certain, vu la couleur de mes cheveux, et je pense que je suis quelqu'un de très curieux, et j'aime bien comprendre les choses et aussi les transmettre. Donc, je suis formatrice dans les hôpitaux et les EHPAD depuis 35 ans, je dirais, après avoir fait un master européen et être allée étudier les cultures soignantes étrangères en Europe. Et c'est vrai que ça m'a donné plein de pistes aussi sur qu'est-ce que l'on pourrait faire en France, surtout au sein des EHPAD. Et donc, la loi de 2002 va venir et donc donner des éléments vraiment essentiels aux équipes pour pouvoir bouger. Et petit à petit, bah, l'hypnose va aussi s'intégrer, mais tout à fait naturellement, dans cet axe, parce que derrière, c'est quitter la sphère hospitalière tout en étant conscient que ce sont des patients fragiles ou des résidents fragiles, mais aussi c'est un lieu de vie et ça doit être un lieu de vie. Donc l'hypnose, effectivement, est un outil magique qui permet de transmettre et d'accompagner avec beaucoup de douceur toute cette population. Donc ça a été vraiment tout un travail professionnel pendant, j'irais dire, presque 30 ans. Même si à l'époque, on disait très clairement que bah, l'hypnose, ça ne fonctionne pas chez les personnes âgées. Et comme j'interviens beaucoup en formation-action, c'est-à-dire sur le terrain, avec les équipes, alors je les récupère de temps en temps en salle, mais pas tout le temps, c'est aussi sur le terrain. Quand je voyais que des soignants pataugeaient, spontanément, l'hypnose arrivait. Et c'est a posteriori que je me suis dit, mais si, ça marche. Donc le temps d'intégrer, de continuer ma formation, donc j'ai continué aussi au Québec avec Michel Kerouac, eh bien, effectivement, c'était à déboucher en 2007 sur 2017 sur un premier livre que j'ai écrit. Et c'est là que je me suis découvert aussi un plaisir à écrire. Donc, un premier bouquin qui est sorti sur l'hypnose pour accompagner les personnes âgées, mais qui était vraiment, au départ, vraiment pour les aides-soignants. Et puis, j'entendais tellement de belles métaphores dans les formations, parce que les équipes font preuve de beaucoup de créativité, que j'ai compilé tout ça. Ça a été le deuxième bouquin. Et puis, entre-temps, puisque effectivement, je suis de plus en plus en lien avec l'Irlande, j'ai croisé une psycho-irlandaise passionnée par l'hypnose et qui est la spécialiste de la migraine dans ce pays. Et donc, on a retravaillé sur le premier bouquin qu'elle avait déjà écrit en anglais. Et puis, j'ai aussi fait un autre bouquin sous mes cours à l'école des cadres à Brest. Et puis, j'ai croisé Serge Sirvin, qui est un gériatre à l'Est. Et puis, un autre bouquin est né, mais allant beaucoup plus loin que le premier. Et ça a été une belle rencontre aussi, Serge. Le travail s'est fait, j'irais dire, en une année à peu près, mais d'une manière très fluide. Et donc, j'ai découvert un plaisir énorme aussi à écrire. Et donc, j'aide d'autres personnes à écrire. Il y en a un qui est sorti chez Satas, il y en a un autre qui est en préparation. Mais ce sont d'autres écrivains. Moi, j'apparais pas. Je travaille juste sur la qualité de l'écriture pour que ce soit facilement lisible. Et en fait, je suis quelqu'un qui est transmetteur, c'est-à-dire partir de choses complexes et dégringoler parfois dans les schémas de pensée pour voir où ça bloque et aider les gens à passer ce cap pour pouvoir avancer tout simplement. Alors quand je t'écoute, tu vois Geneviève, tu me fais penser à Antoine Bioy, qui s'est présenté comme un passeur, comme une courroie de transmission. Tu es en plein dedans. Tu es en plein dedans dans ce que tu m'as dit. Donc tu as eu cette découverte. On va parler de qui a Mm. pu t'inspirer, qui a pu te donner envie de faire, pas forcément dans l'hypnose d'ailleurs. Et puis, tu te définis bien comme une personne passionnée de transmettre ce que tu aimes faire, bien entendu, par l'écrit, par Mm. l'oral. L'oralité est présente, évidemment, dans notre travail. Et tu vois ce que tu viens de dire. Moi, je t'ai connu comme ça la toute première fois par une collègue qui travaillait dans la gériatrie, Delphine Génoux, et que tu Mm. connaissais aussi, et qui effectivement parlait des difficultés des soignants quand ils subissent
je dirais, la détresse de personnes qui n'ont plus leur pensée et qui apparaissent très violentes. Et donc, comment permettre aux soignants et aux pensionnaires de pouvoir retrouver un lien, quel que soit Mhm. l'état cognitif. Donc voilà, Tout c'est à vraiment un fait. monde de transmission et puis d'explication. Et tu le traduis très bien. Donc tes différents ouvrages, ils montrent ton chemin, ton cheminement, avec quelque chose que je trouve en plus qui me passionne, c'est le fait d'être allé dans d'autres cultures. On a fait une conférence que tu as peut-être vue avec Jean-Claude Lavaux sur l'anthropologie. Pour lui, on devrait tous avoir ce cheminement dans notre esprit, pas la pratique de l'anthropologie, nous ne sommes pas anthropologues, mais le comprendre et l'intégrer dans notre travail. C'est un peu ce que on essaie de faire. Et puis je vais rebondir sur un dernier mot. Tu as dit à un moment intégrer. Tu as dit qu'effectivement les pensionnaires n'allaient pas évidemment passer leur vie avec leur âge fragile et avancé à l'hôpital, qu'ils allaient vivre dans les résidences où ils sont. Cette intégration des données et dans la médecine justement de l'hypnose, c'est vraiment cette médecine intégrative que j'aime. Je vais en reparler beaucoup dans l'année qui arrive. Avec Véronique Suissa, je me suis rapproché de l'agence médicale des médecines complémentaires et adaptées. Donc tu verras, il y aura des jolies interviews avec des pays d'ailleurs étrangers où j'ai envie qu'on aille chercher cette culture. Moi, ça me paraît passionnant ce que tu as fait. Alors, est-ce qu'il y a dans tout ce que tu as vécu, dans ce que tu viens de nous dire, un regard, une personne, un soignant, un soigné, un philosophe, qui t'a marqué pour te faire un jour voir les choses différemment? Oui, là, je pense à Michel Kerouac. Il faisait une formation sur Quimper, on était au restaurant, et là, il y a le commis qui prend de l'huile brûlante dans l'œil. C'est un stade 2, hein, clairement, ce que j'ai pu voir. Et là, Michel Kerouac intervient spontanément. Et genre, je ne sais pas, je ne vois pas ce qui se passe. Et le commis file, évidemment, on le conduit à l'hôpital. Et il revient 1 heure plus tard en disant, mais je ne sais pas pourquoi, enfin, à l'hôpital, on m'a dit qu'il n'y avait rien, que et d'ailleurs, j'ai pas mal. Et je regarde l'œil, je ne voyais plus rien, une petite trace, mais rien du tout. Et pourtant, c'était un stade 2. C'est là que j'ai compris à quel point l'hypnose pouvait être efficace. Ça a été un grand, grand déclic dans ma tête en disant que c'est quand même un outil magique, mais il faut évidemment savoir comment l'utiliser et pas le faire n'importe quoi. Et ensuite, j'ai dû subir une intervention chirurgicale. L'équipe n'était pas formée en hypnose au bloc, mais le chirurgien me connaissait et savait, enfin lui-même n'était pas formé, mais il connaissait mes compétences et on s'est dit banco. Et effectivement, bah, j'ai réussi à faire cette intervention, enfin, à m'anesthésier et l'intervention a duré quand même un certain temps. Et donc j'avais mis en place les différents éléments pour pas trop saigner, pour pas sentir. Et je me baladais sur la plage de Trévignon. Trévignon, c'est un endroit balayé par les vents. Et la plage est très, enfin la dune est vraiment, enfin c'est pas smooth, je dirais en anglais, c'est, voilà, je sais pas quel mot Vallonné, c'est utiliser en vallonné, français. comme s'il y avait des dunes en fait. Plus que vallonné, c'est vraiment chaotique. Hmm. Et là, je me sentais marcher sur la plage tout en râlant, en disant que j'aurais dû prendre mes lunettes de soleil. C'était le ciel-itique, mais bon, il faut bien que le chirurgien voit suffisamment clair. Et puis, en fait, bah, le temps passait. Et quand l'intervention s'est terminée, je me suis rendu compte qu'elle avait duré 3 heures. Ce qui était quand même un long. Là, il était grand, grand temps que je m'arrête. Hein. J'étais épuisée. Et comme ça se passait au niveau de la tête, enfin du visage, là, je me suis. En fait, je m'étais vraiment mise en catalepsie dans le haut du corps, mais le reste, là, les jambes remuaient comme Maya l'abeille. Ça remuait dans tous les sens. Et puis, quand l'intervention s'est terminée, donc je me suis levée, les deux ibodes, les infirmières anesthésistes, étaient vraiment, vraiment paniquées en disant ça va, rester assis, ça va. Non, non, il fallait que je remue pour évacuer toute cette énergie mobilisée dans les jambes. Et puis après, bah, je n'ai même pas pris un comprimé de paracétamol. Alors, fallait pas être con, fallait pas appuyer sur la plaie. Mais effectivement, ça a été aussi un élément vraiment important dans ma vie pour dire oui, l'hypnose, ça peut quand même être magique.
et à la clé. Et j'ai toujours pas compris. J'ai perdu une énorme poignée de cheveux. Alors je sais pas, j'en ai beaucoup, donc c'est pas très grave. Mais j'ai toujours pas compris le mécanisme. Il faudra un jour j'éclaircisse ça. C'est toujours une interrogation que j'ai. Peut-être que Parce que, quelqu'un aura l'info et pourra me la transmettre. est-ce que tu nous Et dis, là, bah, je viens d'écrire un article qui va paraître dans la revue, la prochaine revue. Du coup, j'ai expliqué à une collègue qui devait être opérée, qui ne voulait pas d'anesthésie générale, comment faire. L'intervention a eu lieu, elle a utilisé les mêmes techniques. Et effectivement, bon, elle est formée aussi à l'hypnose depuis longtemps, mais elle n'est pas soignante à la base. Ce qui était quand même mon avantage parce que je connaissais l'univers du bloc opératoire. Et du coup, son intervention s'est passée aussi d'une manière idéale. Et ouais, c'est des outils magiques, ouais, franchement. alors tu nous Mais parles, après, Geneviève, là tu nous décris une hypnose très, très pratique, très concrète, très médicale, l'hypnose médicale. On peut avoir une hypnose beaucoup plus axée sur la psychothérapie, tout à qui fait. sera un autre versant. Là, ce que tu viens de dire, ça permet à quelqu'un qui a très peur parce qu'il a une mauvaise expérience ou parce que si quelque chose se passe mal, ça pourrait vouloir dire pour lui que les choses vont mal évoluer, alors qu'en fait, la douleur va faire partie évidemment suivant ce qu'on a fait, des heures de réveil. Donc c'est intéressant d'entendre ça. Ça veut dire que sans être une psychothérapie, le fait de vivre une expérience mieux, va construire quelque chose pour la suite, hein, de d'où l'utilité d'ailleurs de réaliser des vaccins chez les enfants, ce que j'ai fait avec l'hypnose, qui construit quelque chose pour les années à venir, où on a fait complètement tomber, on a démystifié quelque chose d'inquiétant. Donc tu viens d'évoquer ces éléments-là. Est-ce que tu as en tête le regard d'un patient, simplement sans raconter l'histoire, mais est-ce qu'il y a un regard qui t'a marqué ou un mot d'un patient et qui pour toi est toujours présent dans ton esprit? Les Malgré mots le magiques, cognitif. les mots magiques, justement de soignants ou bien de résidents dans les EHPAD, quand justement ils étaient complètement stressés et que, en mettant tout simplement de l'hypnose en place, eh bien les choses se déroulaient d'une manière toute simple, toute douce, toute délicate. Et du coup, il n'y a pas une perte d'énergie non plus à se battre pour arriver à effectuer les soins qui sont indispensables. Après, on peut toujours s'interroger est-ce que c'est indispensable ou pas. Et donc, c'est ce mot-là, c'est magique. C'est Dans ce que vraiment tu dis, là, tu parles de Dieu quelque qui chose, pétille. tu parles des résidents, tu parles évidemment du Les personnel soignants. qui va être autour, et puis tu parles des familles, j'imagine bien entendu. Une famille qui n'entend pas crier son proche pendant les toilettes, c'est extrêmement intéressant. Et Alors, on les rassure aussi, les familles. eh ben oui, bien Ouais. sûr. Donc, Alors on maintenant que crée tu as des dit ça, alliances. est-ce que Ouais. tu penses là, spontanément, à un ouvrage qui n'est pas un ouvrage médical, mais qui est un ouvrage complètement différent, qui t'a marqué, que tu as lu, que tu as eu plaisir à lire, tu aimes écrire, non, ça veut dire que tu aimes lire. Est-ce qu'il y a un ouvrage que tu aimerais faire proposer à ceux qui sont en vacances maintenant pour le lire? Je viens de mettre la main, ça fait des années que je me disais qu'il fallait que je le lise. C'est le livre de Ulysse de James Joyce qui raconte la vie à Dublin. Et, euh, et effectivement, on retrouve des endroits de Dublin qui sont toujours vivants, toujours pleins de ce pétillement. La vie à ce niveau-là n'a pas changé. Et au point que ce livre a tellement marqué l'histoire irlandaise qu'il y a même le 6 juin, le Bloomsday, qui est la commémoration officielle de ce livre. Et là, je commence à le lire et je m'y retrouve totalement dans cette culture. Comment l'hypnose est accueillie en Irlande? Juste comme ça, Pas en du un tout, pas du tout. Et en fait, le problème, c'est alors qu'en Angleterre, elle est vraiment utilisée, mais en Irlande, non, les médecins en fait s'y opposent. Et en fait, ce sont à la base les hypnothérapeutes, la grande majorité d'entre eux sont des coachs sportifs, mais qui n'ont pas des connaissances psychologiques suffisantes ou alors des connaissances physiques de la pathologie du corps, ils connaissent. Et justement, c'est cette rencontre avec Niamh Flynn, qui est mon amie irlandaise, elle est psycho, et qui se bat aussi contre des montagnes. Et donc, effectivement, ben, on commence à transmettre aussi les choses aux soignants. Mais on démarre.
ce qui veut dire que ça va être un long, long parcours pour Hmm. arriver à transmettre. Et là, j'ai les contacts d'une infirmière formée en Nouvelle-Zélande et qui vient d'arriver à Dublin. Donc, on doit se croiser là dans quelques semaines quand j'y vais pour pouvoir voir comment aussi on peut tous travailler de concert. Alors, Ah oui, oui, c'est un sacré challenge, tu as grandi sur la plage. Tu as grandi sur la plage du Finistère, oui, ça? c'est ça. Tu es Oui. allé passer des années au Canada. Tu es allé en fait dans la Ah, région des des... années, non, mais j'ai fait des séjours. Oui. Oui. Et tu étais où? Tu étais au bord de la mer? Tu étais au bord de Ah l'océan? non, non, là j'étais vraiment à côté, j'étais à Sherbrooke, D'accord. dans l'Institut Milton Erickson de Sherbrooke. Donc là, D'accord. c'est plus, on est proche des Appalaches, mais on est encore pas loin de la vallée. Et Et l'Irlande, jamais en hiver. évidemment, et tu as retrouvé Et les côtes l'Irlande, en Irlande, ce qui a dû t'attirer. Est-ce que tu facile. penses que la mer est un élément qui pourrait justement faire le lien entre l'hypnose, entre ton approche, ta philosophie et l'Irlande? Est-ce que ça peut aider à convaincre ou à faire découvrir l'hypnose aux soignants? C'est pas la mer. Les choses vont se faire par les rencontres. Et j'ai constaté que j'ai fait de magnifiques rencontres et que les choses se font en fait naturellement. Il ne faut pas les chercher. Je ne sais pas pourquoi. Je me rends compte qu'elles se font naturellement. Donc, faut laisser la vie faire. C'est peut-être une philosophie irlandaise, ça, quelque part aussi. Faut laisser la vie faire tout en y Oui, allant faire ce que tu as envie de voir faire. Tu peux. voilà. C'est-à-dire que Oui, si oui, tu oui, n'y oui. vas jamais, évidemment, peut-être que d'autres l'amèneront, mais elle ne va pas arriver toute seule, l'hypnose. Elle est Oui. pratiquée, mais elle n'est pas forcément connue à ce moment-là. Est-ce que tu as en tête, pour terminer, Geneviève, euh, une musique, une danse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui en toi résonne? Est-ce qu'il y a une page de culture qui t'accompagne, tous les jours? Quand j'écris, effectivement, j'écoute beaucoup de musique. Alors, j'écoute facilement la musique classique, bien sûr. Je pense aussi à Jocelyn Pook, qui est une compositrice anglo-saxonne, mais anglaise. Elle a fait par exemple la musique du film High White Shot de Kubrick. À qui est-ce que je peux penser aussi? Olaf Anderson, qui est un Islandais, c'est plus des musiques électroniques. Mais il n'y a pas vraiment de chant, c'est des musiques qui me portent, et plus ou moins toniques, plus ou moins apaisées, plus ou moins en fonction des moments. Et là, c'est effectivement vraiment inspirant également. Mm. D'accord. Il y a un tableau, une peinture qui te vient en tête? En fait, avant d'écrire, je peignais beaucoup. Et effectivement, je suis dans les couleurs jaunes. Je pense par exemple au Christ jaune de Gauguin, ou alors à tous, comme Émile Bernard, qui a travaillé beaucoup autour de Gauguin, donc des couleurs très vives, très flashy, et qui sont vraiment hyper modernes. Alors, Et tu vois, là, tu parles de quelque chose qui va me permettre un peu de faire le lien et puis la conclusion. C'est que quand on pense à Gauguin, Gauguin a fait une peinture très particulière. Il a eu des époques où il n'avait pas du tout d'argent, et donc il utilisait le ouais, pigment qu'il trouvait, et ces peintures se sont complètement transformées avec le temps, se sont oxydées, et les couleurs d'origine ont complètement changé. Ce qui changer, veut ouais. dire que cette peinture, elle se découvrait dans ce qu'elle était au départ, qu'à l'instant où il la faisait quasiment. Un peu comme l'hypnose, où finalement on ne pourra pas raconter une séance un an, 10 ans plus tard. En fait, on la vit, on s'en sert et on part avec, c'est ça. T'es d'accord avec ça? Oh oui. Ouais. Et puis c'est vraiment des moments magiques, des Mhm. moments individualisés, des moments voilà. Et c'est pas, on peut pas les transmettre toute cette richesse par les paroles ou par les écrits. Il faut le vivre. Oui, on est d'accord. C'est pour ça que je parle moi d'une expérience, je parle pas d'exercice, je dis on fait l'expérience. Geneviève, cette année, je t'avais invité sur un séminaire de la CCH. Et donc, l'an prochain, dans l'année qui arrive, tu interviendras dans une conférence qui aura lieu en début d'année 2025, où nous parlerons Oh, de, c'est le mois de juin, même, je dirais ouais. même avant le mois de juin, on parlera surtout de l'hypnose en fonction des âges. Et on se demandera d'une part s'il y a des freins. Deuxièmement, pourquoi et comment éventuellement ça fonctionne, mais surtout entendre parler des personnes qui travaillent avec. On verra quelqu'un dans le monde des bébés, quelqu'un dans le monde de l'enfance et des ados,
quelqu'un dans le monde de l'âge adulte, plus dans la psychiatrie, et puis quelqu'un, ça sera toi, qui nous parlera de l'hypnose chez les aînés quand ils vont bien et quand ils ont des pensées qui sont en train de s'en aller. Ça sera, je pense, une belle expérience pour montrer qu'on ne peut avancer que quand on y croit et quand on ose le faire. Ça te va? Mm. Ouais, plaisir. Oui, En oui. tout Que cas, je merci à transmets. toi. C'est un plaisir. Bonne Merci à toi fin d'été et puis merci d'avoir été avec nous pour cette interview. Le mot qui t'accompagne, c'est le mot passion et tu acceptes la magie. C'est une belle chose. À bientôt. merci à toi.